Mhm. Voilà, donc je suis le docteur Paulette Ferra et j'ai le plaisir de vous présenter le cours sur la prématurité. Ce cours a été préparé par mon collègue docteur Mamadou Ndiaye et moi-même. Donc, nous aborderons le cours sur la prématurité en suivant le plan suivant. D'abord, un chapitre de généralité avec les définitions, l'intérêt, les particularités retrouvées chez le nouveau-né prématuré. Puis, nous aborderons le diagnostic de la prématurité avec le diagnostic positif et la description du prématuré. Ensuite, nous aborderons le diagnostic différentiel, puis le diagnostic étiologique avec les facteurs favorisant les causes. Ensuite, nous aborderons la prise en charge du prématuré avec ces trois axes, la prise en charge anténatale, la prise en charge à la naissance et la prise en charge postnatale. Puis, nous aborderons la prévention de la prématurité avant de conclure. Donc, en guise de définition, la prématurité est toute naissance vivante survenant avant 37 semaines d'aménorrhée révolue, c'est-à-dire à 36 semaines plus 6 jours, avec une limite inférieure qui correspond à la limite de viabilité qui est définie par l'OMS comme une naissance survenant à partir de 22 semaines d'aménorrhée ou lorsque le poids du fœtus est au moins égal à 500 grammes. Donc, vous comprendrez que toute naissance qui survient avant ces 22 semaines d'aménorrhée est considérée comme un avortement tardif. Donc, en fonction du degré de maturité, nous classerons donc la prématurité en trois grandes classes. D'abord, la moyenne prématurité, qui est un terme qui est situé entre 32 semaines d'aménorrhée et 38 semaines d'aménorrhée plus jours. La grande prématurité, qui est un terme qui est situé entre 28 semaines d'aménorrhée et 31 semaines d'aménorrhée plus 6 jours. Et ensuite, la très grande prématurité, avec un terme situé entre 22 semaines d'aménorrhée et 27 semaines d'aménorrhée plus 6 jours. Donc, à côté de la prématurité, nous définirons également la notion de faible poids de naissance ainsi que le retard de croissance intra-utérin. Donc, le faible poids de naissance est défini comme étant un poids de naissance strictement inférieur à 2500 grammes, quel que soit le terme de la grossesse. Donc, parmi ces faibles poids de naissance, nous retrouverons donc les prématurés et les enfants nés à terme mais présentant un retard de croissance intra-utérin. Le retard de croissance intra-utérin, quant à lui, est défini par les paramètres suivants tels que le poids, la taille ou le périmètre crânien qui sont inférieurs aux normes pour l'âge gestationnel de l'enfant. Donc, lorsque ces trois paramètres sont touchés, on parlera de retard de croissance intra-utérin harmonieux. Et lorsque seul le poids est touché, on parlera de retard de croissance intra-utérin disharmonieux. Donc, sur cette image, on voit les courbes de croissance de l'oreille et le fort qui permettent de pouvoir projeter les différents paramètres et ainsi définir s'il y a un retard de croissance ou pas. Donc, le retard de croissance portant sur le poids, c'est lorsqu'on a un poids qui est inférieur au 10e percentile. Là, on parlera d'hypotrophie. Et lorsque le poids est supérieur au 90e percentile, on parlera de macrosomie. Pour ce qui est de l'intérêt, la prématurité constitue un problème de santé publique car nous observons dans le monde 15 millions de naissances prématurées par an, d'après l'OMS. Et parmi ces naissances prématurées, plus de 60% sont retrouvées en Afrique et en Asie du Sud. La prématurité représente également la première cause de mortalité néonatale après l'asphyxie périnatale et les infections materno-fœtales. Son diagnostic anténatal repose principalement sur la date des dernières règles et l'échographie obstétricale, et en néonatal sur l'examen neuromorphologique. La prise en charge de la prématurité est longue et coûteuse et nécessite des incubateurs et la présence d'équipes entraînées, d'où l'intérêt de la méthode kangourou. Et du point de vue pronostic, on retrouve beaucoup de séquelles et parfois même le décès. Pour ce qui est des particularités du nouveau-né prématuré, il s'articule sur deux éléments principaux, à savoir l'absence de réserve énergétique qui sera responsable d'hypoglycémie, d'hypocalcémie et d'hypothermie, entre autres, et l'immaturité des grandes fonctions que nous verrons une à une.
Donc, sur le plan hémodynamique, le nouveau-né prématuré présente un cœur peu contractile et peu concluant, avec une pression artérielle qui tourne autour de 50 à 30 mm de mercure et une volémie autour de 95 ml par kilo. Donc, sur le plan cardiaque, on note une diminution de la contractilité avec augmentation de la rigidité. On note une interdépendance des deux ventricules, une persistance du canal artériel avec un risque de décompensation et même une hypertension artérielle pulmonaire. Sur le plan cérébral, on note une fragilité des vaisseaux qui entraîne des hémorragies avec un risque d'évolution vers l'hydrocéphalie. Il y a également une vulnérabilité de la substance blanche périventriculaire et qui est responsable de nombreuses séquelles. Sur le plan oculaire, il y a une immaturité de la rétine du fait d'une croissance rapide et désorganisée, pouvant même entraîner des petits saignements au niveau des vaisseaux. Sur le plan respiratoire, il y a une immaturité du surfactant, de la sécrétion de surfactants avant la 34e semaine d'aménorrhée. Il y a également une immaturité anatomique et biochimique pulmonaire. Donc, sur le plan digestif, il y a une pression de repos du sphincter inférieur de l'œsophage qui est faible avant la 30e semaine d'aménorrhée, ce qui pourrait favoriser les reflux. Et on note une motricité faible avec retard de la vidange gastrique. Pour ce qui est de la succion-déglutition, elle est immature avant la 32e semaine d'aménorrhée. Entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée, on note une maturation progressive avec apparition de 4 à 7 mouvements de succion non coordonnés avec la déglutition. Donc, la succion-déglutition atteint sa maturité à partir de 36 semaines d'aménorrhée et plus. Sur le plan hépatique, donc, on note une insuffisance des réserves en glycogène, d'où la fréquence des hypoglycémies. Il y a une hypoprotidémie, surtout une hypoalbuminémie. Il y a également un déficit en glucuronyltransférase, donc la conjugaison étant immature, ce qui est responsable de l'ictère. On note également une liaison bilirubine-albumine qui est insuffisante. La barrière hémato-cérébrale étant immature, donc il y a un risque de diffusion de cette bilirubine non conjuguée, liposoluble, au niveau des noyaux gris centraux et du 3, du nerf 8, ce qui pourrait entraîner un ictère nucléaire. Sur le plan rénal, il y a une hyperfiltration glomérulaire avec un faible pouvoir de concentration des urines. On note une immaturité de la réabsorption tubulaire du sodium. Donc, il y a une fuite sodique avec risque d'hyponatrémie. Il y a également une immaturité de réabsorption tubulaire du glucose responsable d'une glycosurie avec un risque de déshydratation par diurèse osmotique. Il y a également un faible pouvoir d'acidification des urines, donc peu de défense contre une acidose métabolique. Et le seuil de réabsorption des bicarbonates est abaissé chez le prématuré. Donc, sur le plan hématologique et hémostatique, l'érythropoïèse médulaire est insuffisante. On note une augmentation du volume plasmatique et une diminution de la sécrétion de l'érythropoïétine qui est responsable d'un faible volume sanguin circulant. Sur le plan immunologique, on note sur l'immunité cellulaire, on note un déficit fonctionnel des lymphocytes qui sont insuffisants. Sur le plan de l'immunité humorale, il y a un défaut de synthèse des immunoglobulines sériques et des immunoglobulines sécrétoires intestinales. Donc, on note également un défaut de migration de ces cellules phagocytaires et un déficit constant en complément C3. Donc, de même, les barrières naturelles sont fines, donc ce qui expose le nouveau-né prématuré aux agents pathogènes. Sur le plan de la thermorégulation, l'hypothermie qui est très fréquente chez le prématuré est favorisée par un panicule adipeux extrêmement fin, donc avec une absence de graisse brune et de l'incapacité à frissonner, ce qui font que les possibilités de calorigène sont faibles. Donc, on a également des réserves insuffisantes en calcium, en fer et en glucose. Par contre, pour le phosphore, on note une bonne absorption digestive, indépendamment de celle du calcium. Pour ce qui est du diagnostic de la prématurité, nous posons le diagnostic de la prématurité par l'estimation de l'âge gestationnel avec les critères chronologiques, à savoir la date des